Les critiques continuent contre François Fillon parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent sa volonté de ne pas revenir sur le non-cumul des mandats. Et puis son programme économique fait toujours beaucoup jaser. C'est avec Hervé Marseille que nous sommes ce matin, le sénateur maire UDI de Meudon, qui nous rejoint et qui va nous parler justement beaucoup de tout ça. Hervé Marseille, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour. À fond derrière Fillon. On est derrière Fillon, oui, non, il a gagné. Vous Oui, vous. Je soutiens François Fillon. Oui. À fond. Bien sûr, il faut une alternance dans ce pays. Vous étiez pour Sarkozy, vous? Non, j'ai soutenu M. Sarkozy quand il était président de la République. Ouais. Et dans les primaires, j'ai soutenu Alain Juppé. Alain Juppé. Comme l'UDI. Comme l'UDI, et pas trop de déception? Écoutez, je crois que le résultat a été clair, il a été net. Ouais. Les 4,5 millions de votants qui se sont exprimés ont choisi clairement François Fillon. Nous le soutenons. On ne va pas garder François Hollande. D'accord. Hein? Alors, Pierre Gattaz, lui, il critique que François Fillon, il dit son histoire de suppression de 500 000 fonctionnaires, postes de fonctionnaires en 5 ans, ça va mettre le feu au pays. Vous comprenez ça, ce qu'il dit? Je suis un peu surpris par ce que dit le MEDEF. Ouais. Il nous avait habitués à d'autres analyses. Ouais. Tout le monde reconnaît que dans ce pays, il faut faire des économies. Ouais. Tout le monde reconnaît que nous avons des gros problèmes budgétaires. Dans tous les programmes de tous les candidats, on prévoit des économies. François Fillon a prévu des économies, ça fait 2% de fonctionnaires. Oui, mais Gattaz dit an. qu'il va aussi creuser les déficits, parce qu'en fait, au début, ça va être compliqué. Vous savez, je crois que l'effort est partagé. L'État doit faire encore plus d'efforts. Les collectivités territoriales, je suis maire, devront faire aussi des efforts. Il faut expliquer, comment on va faire sur un rythme de 2% par an pendant 5 ans, pendant le quinquennat. Un rythme de 2% de fonctionnaires en moins. De fonctionnaires en moins, ouais. Voilà, pour essayer d'avoir des économies. Il faut les trouver, ces économies. Donc Gattaz, vous ne comprenez pas bien là, ce qu'il raconte? Qui s'occupe de ces entreprises, je pense que ça sera parfait. D'accord. Il ne doit pas changer de stratégie pour autant, Fillon, parce que là, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Hein. Il faut faire partager le projet, il faut des groupes de travail. Il doit faire de la pédagogie? Oui, en interne et en externe. Ouais. Il doit expliquer à ses propres amis ce qu'il veut. Et pour ça, des groupes de travail ont été institués. Les parlementaires vont commencer à s'impliquer. Nous y serons. Les UDI sont membres de ces groupes de travail. Et on va travailler ensemble pour mieux comprendre le projet. Vous partagez tout du projet? Un projet, c'est global. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on comprend un peu moins bien, mais on soutient le projet global parce que l'essentiel, c'est de gagner l'élection présidentielle. Ouais. Et vous partagez aussi le non-cumul des mandats? C'est quelque chose. Dites la vérité. Oui, je vais vous dire la vérité. Oui. Moi, je suis un cumulard, mais cumulard, c'est 2 mandats. Oui. Maintenant, on nous dit plus qu'un seul. Très bien. La règle du jeu. Oui, mais il va y avoir 2 mondes, un monde territorial, un monde parlementaire. Est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est toujours pareil en France. D'un excès répond un autre excès. Les socialistes ont fait cette loi, c'est aujourd'hui la loi de la République, donc il faut s'y conformer. Est-ce qu'il faut évoluer? Certainement, parce qu'il n'est pas normal que les parlementaires... Donc vous demandez à François Fillon de revenir là-dessus? Moi, je ne demande rien en particulier, je dis simplement qu'il faut faire en sorte de faire évoluer au cours du quinquennat. Ce n'est pas une priorité. Pas tout de suite. Dans un pays qui est en état d'urgence, dans un pays où il y a des millions de chômeurs, la première des priorités, c'est pas de s'occuper du cumul des mandats. D'accord. Vous allez choisir quoi entre votre mandat de maire et votre mandat de sénateur? Je ne sais pas encore, je vais consulter mes amis. Il est vraisemblable que j'irai peut-être vers le Sénat, si les électeurs veulent bien m'y reconduire, mais ce n'est pas définitif. Qu'est-ce qui va se passer à Meudon? Alors, il va y avoir un autre maire? Il y a un tas de talents pour s'exprimer. Un premier adjoint qui pourrait vous remplacer? Un premier adjoint qui vous remplacerait? Il y a sûrement, parmi le conseil municipal, le cas échéant, si je devais quitter mes fonctions, quelqu'un qui pourrait parfaitement... D'accord. Votre siège n'est pas renouvelable à l'automne, si? Si. Et vous représenterez? Je vous ai dit, je verrai ça le moment venu. Vous ne savez pas encore? Non. Je suis comme beaucoup de parlementaires. Quand est-ce que vous allez décider? Parce que moi, Jean-François Lamour, qui s'occupe de ça, m'a dit ils devront se décider d'ici à la fin du mois de février. Oui, pas pour les sénateurs, c'est en septembre les élections sénatoriales. Donc vous, ça serait quand alors? Au mois de mai? Pendant l'été, début de l'été. Mais vous pourriez aussi faire pression pour regarder les deux.
Mais on ne fait pas pression. Non. Je veux dire, dans une affaire comme ça, encore une fois, est-ce que vous pensez franchement que c'est une priorité? Oui. Bon, je veux dire, si on arrive, si on gagne les élections, est-ce que je souhaite présidentielle, qu'on fait élire une majorité de députés? Est-ce que la première des priorités dans ce pays, c'est de dire on va s'occuper des parlementaires? Ouais. Je ne crois pas. D'accord. Hein, alors, vous êtes l'homme des investitures à l'UDI. Oui, je m'occupe de ça. Ouais. Vous vous en occupez vraisemblablement avec les Républicains et M. Lamour. Absolument. Vous connaissez bien M. Lamour. Jean-François de son prénom, ancien champion olympique. Absolument. Donc il a l'épée qui est aiguë et aiguisée. Combien vous en demandez de circonscriptions, vous, à l'UDI? 90. Oui, ils veulent vous en donner 60. Comment vous allez faire? Entre ce qu'on veut et ce qu'ils veulent nous donner, il faut qu'on continue de discuter. Donc ça va se terminer à combien? 75? J'en sais rien, oui, j'espère. En tous les cas, un peu plus. Vous en voulez plus de 60? Mais attendez, on va gagner. Enfin, c'est notre souhait. Notre objectif, c'est de gagner ensemble. C'est ce qu'on a fait au municipal, c'est ce qu'on a fait au départemental, c'est ce qu'on a fait au régional. Je crois que ça nous a bien réussi. Il faut qu'on soit unis. Il faut que cette majorité, elle soit forte, elle soit large, qu'elle soit diverse. Bon, à l'évidence, on va gagner beaucoup de circonscriptions. Mais simplement, il faut qu'on soit unis. Qu'on trouve des solutions. Et si vous ne trouvez pas un accord, un terrain d'entente avec... Mais je suis confiant, on va le trouver. Vous êtes confiant? On va le trouver. D'ici à combien de temps? Alors là, il faut aussi poser la question à Jean-François Lamour. J'espère qu'il pourra entendre raison, parce qu'il y a un certain nombre de départements où ils n'entendent pas raison. Les propositions sont déraisonnables. Dans quel département? Je ne sais pas, vous regardez le Nord, vous regardez les Bouches-du-Rhône, vous regardez la Seine-Maritime, vous regardez... Enfin, dans des départements comme ceux-là, qui sont des grands départements, bon, il est déraisonnable de nous dire on peut trouver un accord sur une, maximum 2 circonscriptions, qui ne sont pas les meilleures. Le Rhône... Les Républicains nous disent il y a une très bonne circonscription à Vénissieux. On vous propose d'aller combattre. C'est gentil, Vénissieux, j'ai rien. C'est une belle ville intéressante. Port de pêche. Mais il y a peut-être d'autres circonscriptions dans Lyon où on peut s'entendre. En fait, ils vous donnent des circonscriptions qui sont ingagnables, c'est ça? Disons qu'il y a toutes sortes de circonscriptions. On ne nous donne pas nécessairement tout de suite les meilleures. Donc il faut qu'on discute pour que ça soit équilibré. En Seine-Maritime, c'est quoi, par exemple, la circonscription que vous discutez? Dans Rouen, il faudrait qu'on soit dans Rouen. Oui. Enfin, c'est quand même la capitale régionale, on a des bons candidats. Et lorsque nous nous battons pour défendre des candidats, ce sont des bons candidats, ce sont des candidats légitimes. Il ne s'agit pas de dire on veut des circonscriptions. Ce qu'il faut, c'est gagner. Donc il faut qu'on mette les meilleurs, qu'ils mettent les meilleurs, que nous mettions les meilleurs. Il y a le problème de la parité. Il faut qu'on s'organise pour la parité. Vous êtes plus paritaire qu'eux? Non. Non. Là, vous avez encore des progrès à faire. Hein. Tous. Tous. Donc vous allez payer des amendes? Si possible, le moins possible. Et donc, il y a le problème de la parité. Et puis, face au Front National, qui est une vraie menace, dans la moitié des circonscriptions, le Front National atteint des niveaux qui lui permettent d'être présent au second tour. Donc, à l'évidence, il faut qu'on soit unis. Parce que si vous n'obtenez pas gain de cause, vous pourriez être désunis? Mais je ne me place pas dans cette perspective. Le but, c'est pas de se battre. Le but, c'est de travailler ensemble, de gagner et d'apporter une majorité à François Fillon le moment venu. D'accord. Donc là, on est en pleine négociation. Vous êtes à 60, vous en avez déjà 60, vous en voulez? Un peu moins. Combien? Pour l'instant, un accord est réalisé autour de 50. 50. Et vous voulez arriver à 90. Le double. C'est pas mal quand même, hein? Vous êtes gourmand, hein? Non, on discute, on discute. Fillon, il va gagner, c'est sûr? On va tout faire pour ça. Mais aujourd'hui, il reste du travail à faire. Hein. L'élection, c'est au mois de mai. Et on va attendre la fin des primaires de la gauche, puis relancer la machine. Alors, Emmanuel Macron, il y a beaucoup de centristes qui vont chez Emmanuel Macron. Hein. Beaucoup, il y en a quelques-uns. Oui. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a beaucoup quand même. Non. Si? Non? Non. Ça vous inquiète pas, ça? Mais attendez, il y a un phénomène Macron, tout le monde le reconnaît. Quand je lis le Figaro, je vois les articles. C'est pas une bulle médiatique, Macron. C'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux. C'est un candidat. Il a montré par sa persévérance, par l'affirmation de sa présence et de ses idées, qu'il était un candidat sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Il peut séduire des centristes. Il peut séduire toutes sortes de gens, à gauche comme à droite, et donc il faut être attentif. D'accord. Et vous pensez qu'on peut se diriger vers une finale, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques mois, Macron-Fillon? Je ne le souhaite pas et je n'y crois pas. Vous préférez une finale Fillon-Le Pen? À l'évidence,
À l'évidence. Pourquoi? Vous souhaitez que le Front posez National... la question parce que vous en connaissez la réponse. Bon. Oui, parce que vous pensez que Fillon peut gagner contre Marine Le Pen, alors qu'il peut perdre contre Emmanuel Macron. Bah, tout le monde sait que c'est moins dangereux. Hein. Donc, Marine Le Pen, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Mais ça sera la deuxième fois que le Front National sera au deuxième tour de la présidentielle. Enfin, ben, c'est les électeurs qui placent Marine Le Pen à cet endroit-là. Ouais, C'est pas notre souhait. Donc Macron est un homme dangereux. Oui, il faut le prendre au sérieux. La gauche aujourd'hui est dans un état difficile, à la suite de la politique qui a été menée, parce que tout ça, c'est l'œuvre de François Hollande. Oui. Hein, quand il est arrivé au pouvoir, d'abord, il a gagné les présidentielles, il a eu une majorité qui rapidement a montré qu'elle n'en était pas une. Ils avaient les régions, ils avaient les départements, ils avaient les communes, et à la fin de son mandat, il annonce qu'il ne se représente pas, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas en son bilan. Le roi est nu. Le roi est nu, ils ont tout perdu. Et ils sont très divisés, puisque quand on regarde les primaires de la gauche, qui ont un succès, le moins qu'on puisse dire, mitigé. Ouais. Vous les suivez, ces primaires de la gauche? Oui, on écoute ce qui se raconte. Et alors? Parce que d'abord, est-ce qu'on est dans le domaine de l'irréalisable, de la dépense à tout va, ou on est dans le domaine du sérieux? C'est assez surréaliste. Hein. Oui. On voit des anciens ministres, pour l'essentiel, reprocher au président de la République, à un ancien Premier ministre qui est lui-même en compétition, ce qu'il a fait pendant 5 ans. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Hein, M. Payon, ancien ministre, M. Hamon, on ancien a vu ministre. M. Fillon critiquer ce qu'avait fait M. Sarkozy aussi. Hein. Moi, j'entends pas de critique. Il assume le bilan. Hein. Ouais. Justement, ce que les observateurs ont noté, c'est que François Fillon assumait le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui, pas surtout. Il fait part d'observation, mais on ne peut pas dire qu'il critique. Parce que là, c'est vraiment de la critique. Tous les jours, vous entendez des critiques. À votre avis, qui va sortir du chapeau, là, chez les socialistes? Écoutez, j'en sais strictement rien. Je ne suis pas prophète. On peut imaginer que Manuel Valls arrive en tête au premier tour et qu'il y ait une coalition contre lui au second tour. Et qu'il soit battu au deuxième tour. C'est pas inimaginable. Donc, ça serait dangereux pour Fillon s'il y avait un représentant de la belle Alliance populaire qui soit assez à gauche, comme M. Montebourg ou M. Hamon. Bah, ça laisserait encore un peu plus de place à Emmanuel Macron. Bon, c'est surtout compliqué pour la gauche d'avoir une gauche Mélenchon, une gauche Macron, et puis une gauche, la belle Alliance populaire elle a bien nommé, qui est un peu le radeau de la Méduse. Il y a des centristes des Hauts-de-Seine qui ont rejoint Emmanuel Macron? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Non. Mais je dois reconnaître que Emmanuel Macron, ou du moins ceux qui le représentent, réunissent des salles importantes. Oui. Il y a un intérêt. Même à Meudon, il y a eu des réunions. Oui. C'est surtout, ce qui est symptomatique, c'est que c'est Neuilly où il y a le plus de gens qui s'intéressent à Emmanuel Macron. Ah oui, à Neuilly. Oui, c'est là où il a le plus de gens qui le suivent. D'adhérents. Mais moi, j'observe que dans les réunions des amis d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Ils viennent écouter. D'accord. Alors c'est vrai que c'est une population qui n'a pas l'habitude de venir dans les partis politiques, dans les réunions. C'est ça qui est assez surprenant. Mais en même temps, ce n'est pas une adhésion. Ce sont des gens qui viennent écouter. D'accord. C'était le talk d'Hervé Marseille qui nous a dit bien que lui demandait, en tous les cas, aux Républicains et à M. Jean-François Lamour qui nous écoute. Donc Hervé Marseille vous demande 90 circonscriptions et non pas 50 comme vous semblez vouloir lui accorder aujourd'hui pour les centristes dans le cadre des législatives après la présidentielle des mois d'avril et de mai. Et maintenant, à vos questions, eh bien, on va les poser avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour. Alors que nous dit-on? Vous avez certainement vu les images hier de Manuel Valls qui était en campagne en Bretagne. Il a été giflé par un jeune militant à Lamballe. Comment on peut interpréter, qu'est-ce que signifie pour vous ce geste? Ce geste, il témoigne vraisemblablement d'une exaspération qui se traduit par de différentes façons. Hein. Je veux dire, le vote en direction des partis populistes, le FN, c'est une forme d'exaspération, mais elle reste pacifique. C'est par le bulletin de vote. Marine Le Pen a condamné ce geste. Vous le condamnez aussi? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas, en politique, en arriver à la violence. Je veux dire, si à chaque fois qu'il y a une réunion politique, il faut mettre des gardes du corps partout parce qu'il y a quelqu'un... déjà, c'était...
pas très simple quand quelqu'un vous balance un yaourt ou une tarte, farine, le fameux entartreur belge, bon, mais ça reste un peu potache, et puis c'est très limité, mais c'est quand même très désagréable. Maintenant, si on en vient aux mains, c'est quoi la prochaine fois ? Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a déjà eu des gens qui ont un déséquilibré, qui avaient poignardé Bertrand Delanoë quand il était maire de Paris. Il y avait un autre qui avait tiré sur le président de la République. Je veux dire, la politique, on peut se battre durement avec des idées. On peut échanger, parfois vigoureusement, mais on ne peut pas, en aucun cas, en arriver à la violence physique. Et pourquoi, selon vous, c'est Manuel Valls qui provoque ces réactions de rejet ? Parce qu'on voit que ses adversaires n'ont pas ce problème-là. Je crois qu'il porte, lui, tout seul, le bilan de l'action du quinquennat, de l'action de François Hollande. François Hollande s'est retiré. Paradoxalement, il va finir par devenir populaire, puisqu'il ne s'occupe plus de rien. Et donc, le seul qui essaie de défendre un peu ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, eh bien, c'est Manuel Valls. Donc, il porte sur lui, j'allais dire, toute la tension des exaspérations de la gauche. Alors, le cumul de vos mandats fait beaucoup réagir les internautes. Et on a donc un internaute, Hello, qui nous demande s'il faut supprimer le Sénat, selon vous. On peut supprimer, oui, le Parlement, on peut supprimer les élections, et puis comme ça, il y a même des gens qui proposent qu'on tire au sort les parlementaires. C'est une idée à la mode, hein. Oui, pour une part. Oui, enfin, tout ça me paraît déraisonnable. Non, je crois que le fait d'avoir été excessivement dans le non-cumul, ça veut dire quoi excessivement ? Ça veut dire qu'un parlementaire ne peut même plus être maire d'une petite commune de 300 ou 700 habitants. Le fameux nombre, c'est combien ? C'est 47 000. 45 000, mais je parle des petites communes, par exemple. Bon, qu'on ne puisse plus, pour un parlementaire, être membre du bureau d'un office d'HLM, d'une société d'économie mixte, d'un syndicat qui traite les déchets, etc., etc. Il faut quand même que les parlementaires gardent un pied sur le terrain. Et c'est en ça que c'est excessif. Justement, on a un internaute qui réagit en ce moment en direct à notre interview. Un maire ne peut pas assurer pleinement ses fonctions avec celles de député ou de sénateur. Voilà ce qu'en pense ceux Non, mais très bien, moi je respecte le point de vue de cet internaute. Je dis simplement que, à force de couper les parlementaires du terrain, on a des parlementaires qui vont être, j'allais dire, soumis au gouvernement. Puisque les députés, ils sont désignés après l'élection présidentielle. C'est-à-dire, en général, quand il y a confirmation de l'élection présidentielle. Bon, les sénateurs sont élus maintenant à près de 70% à la proportionnelle. Donc ça veut dire que les partis jouent un rôle important dans la désignation des candidats. Et donc l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, aura un rôle prédominant vis-à-vis de ces parlementaires. Alors que un parlementaire qui pouvait s'appuyer sur un territoire, qui représentait son département, une grande ville, etc., il pouvait faire face au gouvernement, il pouvait défendre un certain nombre de préoccupations. Une dernière question sur les investitures UDI, c'est votre sujet du moment. Stanislas pose la question, en quelque sorte, de la représentativité du centre. Est-ce que le nombre de députés actuels et le nombre de circonscriptions que vous souhaitez n'est pas quelque part surévalué par rapport à ce que représente le centre et à ce que représente le nombre des soutiens de l'UDI et des partis centristes ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une représentation importante sur le territoire. Il y a eu beaucoup de succès qui ont été des succès collectifs, à la fois pour les Républicains et pour nous au municipal, au régional, au départemental. Et que là où il y a des maires UDI implantés, là où il y a des intercommunalités, des départements qui sont à exécutif UDI, il n'est pas anormal qu'il y ait des candidats, parce que ce sont des bons candidats qui viennent de l'UDI. Et c'est de travailler ensemble avec nos partenaires républicains pour avoir la meilleure majorité possible. Encore une question ? Une dernière question de Rémi. Aurait-il mieux valu que Meudon fusionne avec Issy-les-Moulineaux plutôt qu'Issy se marie avec Boulogne-Billancourt ? Votre réponse ? Ça nous a été proposé. Oui. Dans notre intercommunalité qui s'appelle Grand Paris Seine-Ouest, je le rappelle, il y a 8 communes, dont Boulogne et Issy-les-Moulineaux. Il y a eu un projet de fusionner à 8. Bon,
Moi, je ne l'ai pas souhaité parce que la sociologie de ma ville, l'urbanisme de la ville ne répond pas à celui de Boulogne et d'Issy-les-Moulineaux. Ce sont des villes qui ont un tissu urbain avec beaucoup d'immeubles collectifs qui se rapprochent plutôt... Oui, il y a un côté un peu provincial chez vous, là. Voilà, nous, chez nous, sur la hauteur. c'est l'ancienne Sélénoise. Bon, Ville d'Avray, Sèvres, Chaville, etc. Entre nous, oui, peut-être. Il n'est pas exclu qu'on essaie de se rapprocher entre... Avec qui? Chaville, Sèvres, avec des plus petites communes. Voilà, qui ont la même sociologie, le même urbanisme, avec des pavillons et quelque chose qui est plus rural, plus provincial. Oui, moins urbain que Boulogne. Voilà, et où il y a un tissu économique extrêmement important. Donc il n'est pas anormal. Alors tout ça, ça répond à quoi? Ça répond à l'idée que le gouvernement socialiste a baissé de façon très drastique pour des raisons budgétaires, les dotations, et que donc il faut chercher des mutualisations. Ces mutualisations, elles poussent à la fusion. Le département de Paris, je le rappelle, a fusionné il y a quelques semaines, par la loi Statut de Paris, avec la ville de Paris. Les Hauts-de-Seine cherchent à fusionner avec les Yvelines. Il n'est pas anormal que des grandes entités comme Boulogne et Issy-les-Moulineaux cherchent des mutualisations, parce qu'il y a une péréquation, c'est-à-dire des prélèvements qui sont effectués, en plus de la baisse des dotations, qui font que ça devient extrêmement compliqué de gérer. Voilà, c'était les questions d'Hervé Marseille, chers internautes, à vos questions, les réponses d'Hervé Marseille à vos questions posées par Mathilde Sirot. À demain et merci à vous.